L'enfant a juste l'âge de raison. Il est d'une famille très nombreuse, dont l'aîné pourrait presque être le père du dernier qui va bientôt se pointer. D'ailleurs, on ne sait pas, il se peut que. Ses repères sont perturbés, a dit un jour l'institutrice. Face à lui, si petit et perdu, les interrogations généalogiques essentielles tournoient. Qui est frère, qui est sœur? Est-ce son père, est-ce sa mère, un oncle, une tante ou le cousin de la cousine? Une famille dans laquelle impossible pour les plus grands de se souvenir de la mère sans un prochain dans le ventre, impossible de se souvenir de l'avoir vue un jour pas grosse. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il entend cette maxime à l'école et, sachant qu'il est le 12e enfant, attend 88 frères et sœurs exactement, pour que le compte soit bon. Idem dans les fermes voisines, à la campagne on élève, éducation et élevage même chose, on ne pose pas de questions. La mère accouche, reste au lit pour 2 jours, allaite, dort un peu, se relève, se remet sur ses jambes, varie ses normes compressées par des bas de contention couleur chair, range ses seins gonflés de lait sous une gaine rigide qu'elle ne quitte que la nuit, lorsque ses blouses écorchées tombent, et qu'enfin respire un peu son gros corps déformé. Maman a tout le temps l'air d'une grand-mère enceinte, comment s'y retrouver? Ensuite, les plus grandes des sœurs s'occupent du nouveau-né, tandis que les frères, costauds et bien bâtis, sont aux travaux des champs ou à l'usine du coin, fraiseurs ou tourneurs, ramènent une maigre paie d'apprentis alors qu'ils font le même boulot que n'importe quel ouvrier. Maman est en cuisine ou bien au poulailler, égorge 3 poules pour le repas dominical, donne de l'herbe aux lapins et collecte les œufs. Elle fait aussi la lessive pieds nus, debout dans le petit lavoir où elle brasse, bat et tasse, ramasse les pommes, fabrique le cidre, réunit des légumes qu'elle ébouillante avant la mise en bocaux à consommer l'hiver suivant, s'occupe un peu des fleurs, arrose et taille, et change à tour de bras les draps des lits en plumes où tous les jours 2 ou 3 gosses au moins continuent de pisser. Les senteurs d'ammoniac sous les gros édredons ne s'évaporant pas, il y a toujours dans les chambres où l'on dort à 5 ou 6 de persistants remugles d'urine enfantine. L'enfant, comme chaque enfant, prend l'habitude que son lit sente un peu comme le trou qui est au fond de la cour, celui où l'on va pour lâcher des étrons dans le vrondissement des grasses mouches vertes qui s'en nourrissent. L'enfant, comme chaque enfant, prend l'habitude de confondre l'odeur de son zizi à celle de la merde. Et le père, où est-il? On ne le voit que le soir. Il part très tôt le matin pour l'usine où il trime la journée, puis va souder sur les toits d'où un jour il tombera. Il rentre tard le plus souvent, s'assied à table et ne dit rien ou bien crie, regarde à peine ses enfants, sauf quelquefois ses filles, du moins celles qui ont déjà des seins. Il attend la soupe au lard que sa femme lui sert et qu'il avale bruyamment, dévore patates, oignons frits et camembert entier qu'il partage les bons jours avec ses fils les plus grands, ceux qui, comme lui, ramènent un peu d'argent. Ceux-là sont les maîtres du potager, des dortoirs et de la cave. Ils choisissent leur lit et leurs frères de sommeil parmi les plus jeunes. Ils insultent leurs sœurs, les taquinent, les bousculent, les chatouillent et les pincent. Ils sont gentils, ils arrêtent dès que la mère gueule et ordonne de cesser. Quittent la table lorsque le père a fini de dîner et se retrouvent entre eux dans un petit salon qu'ils ont aménagé au grenier. C'est leur coin, personne d'autre n'y va. Interdit pour les petits d'y monter sans un grand. De toute façon, ils ont posé un verrou dont ils sont seuls à détenir la clé.